Imaginez une cathédrale millénaire, des voûtes immenses où résonnent des chœurs solennels. Des cierges vacillent dans la pénombre, les ors étincellent. Sous les regards suspendus du monde entier, un roi s'avance. Sur un coussin de velours, la couronne repose, symbole d'un millénaire de pouvoir. Les serments se murmurent, les trompettes s'élèvent, les caméras capturent chaque geste. Mais derrière la pompe, derrière la tradition, un autre pouvoir s'exerce, plus ancien, plus silencieux et infiniment plus efficace, celui de la richesse. Car la couronne britannique n'est pas qu'un symbole, c'est un empire économique, façonné dans les ombres du temps, tissé au fil des siècles dans les plis de la loi et de la coutume. Un empire sans armée, sans conquête visible, mais dont l'influence s'étend jusqu'au cœur des marchés mondiaux. Un empire où le pouvoir se mesure non en kilomètres de territoire, mais en milliards d'actifs. On croit souvent que la monarchie n'est qu'une vitrine, un décor figé, des mariages, des chapeaux, des uniformes, des balcons. Mais ce serait une erreur. Derrière le théâtre monarchique, il y a une mécanique comptable d'une précision redoutable. La couronne n'est pas seulement une idée, c'est une personne morale, un organisme financier doté d'un patrimoine colossal. Elle possède, investit, prélève, redistribue. Et ce pouvoir-là ne dépend pas du peuple ni du Parlement. Il s'auto-entretient génération après génération. C'est là, dans l'ombre des dorures, que se cache le véritable empire britannique. Tout commence par une idée simple. Le roi ne possède pas, il incarne. Mais cette incarnation, dès le Moyen-Âge, s'est matérialisée en droit concret, celui de posséder la terre, les forêts, les rivières, et parfois même la mer. Quand Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre en 1066, il ne prend pas seulement un trône, il redéfinit la propriété. Tout appartient à la couronne, par essence, par droit divin. Les nobles ne sont que des locataires. Et dans ce système féodal perfectionné, le roi devient le propriétaire ultime. Ce n'est plus un homme, c'est une institution immortelle. Au fil des siècles, ce modèle évolue, s'étend, se perfectionne. Chaque conquête, chaque traité, chaque guerre vient ajouter une strate à la toile de la couronne. Les rois passent, mais la propriété reste. Les terres changent de main, mais jamais d'appartenance symbolique. Et quand l'Empire britannique se déploie sur la planète, cette logique s'exporte avec lui. Les chartes royales créent des compagnies, les compagnies deviennent des États, et ces États, à leur tour, enrichissent la couronne. La Compagnie des Indes orientales, par exemple, pilier de l'expansion impériale, agissait sous la bénédiction directe du monarque. Chaque épice, chaque cargaison, chaque esclave, chaque once d'or transitait sous un sceau, celui de la couronne. Des siècles plus tard, cette logique n'a pas disparu. Elle s'est simplement modernisée. On ne parle plus de colonies, mais d'actifs. Plus de vassaux, mais de fiduciaires. Et c'est dans cette métamorphose que réside le génie de la monarchie britannique, sa capacité à transformer l'autorité féodale en puissance financière. Aujourd'hui, le Crown Estate n'est pas qu'un portefeuille immobilier, c'est la version contemporaine d'un empire. Un organisme public indépendant, mais dont les profits nourrissent directement la couronne. Ses actifs, plus de 18 milliards de livres sterling, des quartiers entiers de Londres, Regent Street, St. James, la moitié du West End, des kilomètres de littoral, des forêts, des terres agricoles et même des droits sur les fonds marins. Chaque éolienne offshore qui tourne au large de l'Angleterre verse une redevance à la couronne. Chaque projet énergétique, chaque bail maritime enrichit le trône. Ce n'est plus un sceptre qui gouverne, c'est un bilan comptable. Ce mécanisme est d'une élégance redoutable. Depuis un accord conclu en 1760 entre George III et le Parlement, la couronne a cédé ses revenus héréditaires à l'État, en échange d'une dotation annuelle, le Sovereign Grant. Autrement dit, la couronne finance l'État, qui finance la couronne. Un cercle parfait, où le symbole et la structure se nourrissent mutuellement. C'est ce qu'on appelle la stabilité institutionnelle, ou, plus crûment,
la rente éternelle. Mais le cœur du système royal ne réside pas seulement dans le Crown Estate, il bat aussi dans 2 duchés, Lancaster et Cornwall. Le premier finance le monarque en titre, le second, l'héritier du trône. Ensemble, ils forment une fortune privée d'une valeur dépassant les 2 milliards de livres. Des terres, des exploitations, des commerces, des actions, des résidences de prestige. Ces duchés ne paient ni impôts sur les sociétés, ni droits de succession. Ils échappent à la plupart des règles fiscales du Royaume-Uni. Et leurs comptes sont volontairement opaques. Un modèle d'exception, protégé par la loi, sanctifié par la coutume. Avant même de devenir roi, Charles III percevait environ 25 millions de livres par an grâce à son duché. Une somme colossale, dont une partie provenait des loyers payés par des citoyens britanniques à leur futur monarque. Un symbole de continuité, disait-on, mais aussi, pour beaucoup, un rappel brutal de la persistance des privilèges. Quand on demande « de quoi vit la monarchie britannique ?», on parle de dotations, de cérémonies, de visites d'État. Mais la réalité est bien plus froide. La couronne vit d'un système patrimonial hérité du féodalisme, perfectionné par la finance moderne et protégé par le flou juridique. Une mécanique où le symbole remplace la responsabilité. Ce qui fascine, c'est la longévité de cette architecture. Là où les empires militaires s'effondrent, la couronne s'adapte. Quand l'empire colonial meurt, elle renaît dans les bilans. Quand la société réclame la transparence, elle répond par le prestige. Chaque crise devient une opportunité de se redéfinir. De l'âge des épées à celui des signatures, elle reste au sommet, en changeant seulement d'instrument. Le Commonwealth en est la preuve vivante. Des dizaines de nations continuent de reconnaître le roi comme chef d'État symbolique. Et derrière cette loyauté historique, subsiste un réseau juridique et financier hérité de l'époque impériale. Les anciennes colonies sont devenues, pour beaucoup, des hubs fiscaux. Les îles Caïmans, les Bermudes, Jersey, Guernesey. Des territoires où transitent chaque année des milliers de milliards. Officiellement indépendants, officieusement dans l'orbite de Londres. L'Empire britannique n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Mais un empire, pour durer, a besoin d'un mythe. Et celui de la couronne est puissant. Celui d'une monarchie désintéressée, modeste, garante de la continuité. Une institution au-dessus de la politique, au service du peuple. Ce récit, soigneusement entretenu, agit comme un écran de fumée. Parce que derrière la figure maternelle d'Élisabeth II, il y avait une entreprise patrimoniale d'une efficacité glaciale. Discrète, mais redoutable. Le secret de la couronne, c'est son invisibilité légale. Les testaments royaux sont scellés pendant un siècle. Les enquêtes financières ne franchissent pas les grilles de Buckingham. Les lois sur la transparence publique, Freedom of Information Act, ne s'appliquent pas à la famille royale. Les audits, sélectifs. Les comptes, fragmentés entre entités juridiques. La couronne a compris depuis longtemps, ce que l'on ne voit pas ne peut être contesté. Mais au-delà des chiffres, il y a une philosophie. La monarchie britannique ne se contente pas de survivre. Elle justifie son existence. En se présentant comme garante de la stabilité, elle protège un modèle, celui du capitalisme patrimonial. Un système où la richesse ne se crée pas, elle se conserve, où les privilèges se transmettent et où la légitimité se construit dans la durée. La monarchie n'est pas un vestige du passé, c'est un modèle du futur, un pouvoir sans responsabilité directe, une influence sans mandat électif. Quand le roi se déplace, il n'apporte pas des lois, mais des contrats. Une visite royale ouvre les marchés, attire les investisseurs, rassure les puissants. La reine, en son temps, fut la plus grande ambassadrice économique du Royaume-Uni. Chaque déplacement, chaque sourire, chaque toast diplomatique était un levier d'influence. Une entreprise royale de soft power. Et aujourd'hui, ce rôle s'amplifie. Quand le prince William parle d'écologie, ce ne sont pas des mots, ce sont des signaux adressés aux fonds d'investissement. La couronne reste le plus vieux lobby de la planète. Ce qui est fascinant, c'est que cette puissance ne choque presque plus, elle semble naturelle, parce qu'elle est enveloppée dans l'esthétique du devoir,
du service, de la tradition. Mais derrière les uniformes et les carrosses, c'est une mécanique de rente. Chaque citoyen britannique finance, directement ou non, le maintien de cette structure. Chaque impôt, chaque redevance, chaque bail foncier sur une terre de la couronne alimente cette pyramide immobile. Et plus personne ne s'en étonne. Pourtant, le monde change. Les jeunes générations regardent la monarchie avec distance. Elles ne rêvent plus du faste. Elles regardent les chiffres. Elles savent que l'inégalité n'est pas un hasard, mais un système. Elles voient les châteaux, les cérémonies, les privilèges, et se demandent à quoi cela sert-il encore. La légitimité de la couronne repose désormais sur une question. Peut-elle encore symboliser l'unité dans un pays fracturé par l'économie? Pour l'instant, la réponse tient. Parce que la couronne a une arme que personne d'autre ne possède, le temps. Les gouvernements tombent, les rois passent, mais la couronne demeure. Sa force, c'est la continuité. Sa richesse, c'est sa durée. C'est la seule institution qui ne doive rien à personne, mais à laquelle tout le monde doit quelque chose. Un paradoxe parfait, forgé par un millénaire de calcul. L'empire caché derrière la couronne britannique ne repose ni sur la conquête, ni sur la foi, ni sur le hasard. Il repose sur 3 piliers indestructibles. La possession, héritée du passé, la légitimité, entretenue par le symbole, et la discrétion, protégée par la loi. Et tant que ces 3 piliers tiendront, la couronne tiendra. Invisible, immobile, indispensable. Alors, la prochaine fois que vous verrez le roi dans un carrosse, saluez moins l'homme que le système. Derrière le diadème et les ors, il y a une institution qui a su comprendre avant tout le monde que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de régner, mais dans celui de posséder.